Bonjour, nous sommes le lundi 7 avril 2025 à la mairie de Lannoy et nous allons commencer la troisième séance sur l'Empire français 1804-1815. Une cinquième coalition prend naissance en avril 1809 entre l'Autriche et l'Angleterre. Et en même temps, en Espagne, les choses s'aggravent puisque Arthur Wellesley, qui est un brillant militaire, reprend en main d'une part les contingents anglais, mais aussi l'armée espagnole, et organise les contre-attaques. Il obtient la victoire de Talavera de la Reina, qui est une défaite donc française en Espagne, où Wellesley, qui commande en chef des armées anglaises et espagnoles, est vainqueur grâce à sa stratégie. Et de ce fait, les Anglais deviennent populaires en Espagne. Donc on avait vu une carte de l'Espagne qui est complète, qui va jusqu'en 1810. Pour l'instant, on est ici, au cœur, au sud de Madrid. Talavera de la Reina, c'est sur le Tage ici, la victoire des Anglo-Espagnols. Nous allons commencer par la victoire de Wagram, qui est la dernière grande victoire de Napoléon, parce qu'après, les problèmes sérieux vont commencer. Les Autrichiens sont pressés de faire la guerre, alors que leur commandant en chef, qui est l'archiduc Charles Louis, qui est ici, lui veut attendre. Il dit que l'armée n'est pas prête, mais il obéit à l'empereur, il obéit au ministre des Affaires étrangères, et donc il se prépare à la guerre. Et il fait la même faute que Karl Marx avait fait précédemment à Austerlitz, c'est-à-dire qu'il va notamment Karl Marx, avant Austerlitz, c'était à Ulm. Il va se précipiter dans la guerre et, en n'étant pas prêt, il va finir par essuyer une série de défaites contre Napoléon. Alors, au niveau géographique, Vienne est sur la droite ici, c'est le Danube qui structure toutes ces campagnes, qui est un fleuve pour cette partie-là horizontale au niveau de l'Europe, alors que le Rhin ici est un fleuve vertical. Vous voyez, ça fait presque un angle droit, le Danube et le Rhin. Charles Louis part avec l'armée autrichienne de Vienne, il descend le Danube. Il sait que les Français sont concentrés entre le Rhin et le Danube, c'est-à-dire ici, à peu près à l'ouest de la Bavière. La Bavière, c'est toute la partie bleue, là. Il traverse l'Inn ici, qui est donc un affluent du Danube, et la bataille d'Eckmühl, qui est une première bataille, où c'est Charles Louis qui attaque. Il espère surprendre les Français par une attaque rapide, mais alors, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il ne possède pas la totalité de ses troupes. Le reste des troupes sont un peu dispersées autour du Danube ici. Il attaque peut-être trop tôt, il attaque avec peut-être un manque de détermination et de moyens, et surtout, il n'anticipe pas la foudroyante riposte que Davout, qui est attaqué aux alentours d'Eckmühl, la réaction de Davout, qui est foudroyante, et une riposte inattendue des Français, met en difficulté Charles Louis, qui est obligé de battre en retraite. Donc Charles Louis, qui est ici, perd la bataille d'Eckmühl qu'il avait pourtant provoquée, et il va se replier vers le nord, mais c'est surtout pour se mettre sur la rive nord du Danube, pour que le Danube le sépare des armées napoléoniennes, parce qu'une fois qu'il a passé, il détruit les ponts. Donc Napoléon ne peut pas le poursuivre et traverser le Danube. Ça, je pense que Charles Louis l'avait anticipé. On verra tout à l'heure l'importance considérable que le Danube a dans cette bataille. Les Français voient les Autrichiens partir au nord, occuper la rive nord du Danube et détruire les ponts. Donc ils ne les poursuivent pas, puisque le Danube est un fleuve très large. En plus, il est en crue au mois d'avril. Donc c'est les pluies de l'hiver là qui le mettent en crue. Que font-ils? Ils montent à Ratisbonne ici et ils prennent la ville prestigieuse de Ratisbonne.
Vous voyez, je vous ai fait une belle photo de Ratisbonne ici. C'est une ville historique qui a été le siège de la Diète de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. La Diète, c'était le Parlement pendant des siècles. Il y a une magnifique église, cathédrale gothique à Ratisbonne. C'était un centre culturel, religieux et politique. Ratisbonne, c'est le nom français qui veut dire le passage du fleuve. Ratis, c'était le nom de l'ancien affluent, l'ancien nom de l'affluent du Danube, qui ensuite a changé de nom à ce moment-là, qui s'appelle Regen maintenant, je crois. Et Bonne, c'est le passage. En celtique, c'est le passage du fleuve, Ratisbonne. Voilà ce que ça veut dire. Alors, à l'origine de la ville. Et le nom allemand, c'est Regensburg, c'est-à-dire la forteresse de la reine. Regen, ça vient du latin Regina, hein, la reine, qui est devenu le nom de l'affluent aussi, qui n'est plus Ratis, mais Regen. La forteresse de la reine, c'est le Regensburg, c'est donc le nom allemand de Ratisbonne. Voilà, c'était juste un petit aparté culturel. Que Ratisbonne tombe dans les mains des Français, ça a eu quand même un écho très fort dans toute l'Allemagne, parce que c'est une ville emblématique de l'Allemagne. Une fois qu'il a occupé Ratisbonne, bon, et qu'il n'y a plus personne pour l'arrêter, puisque Charles-Louis est au nord, il suffit de descendre le Danube et on peut arriver à Vienne sans traverser le Danube. Apparemment, la traversée de l'Inn, qui est un affluent du sud, là, qui vient du Tyrol, ne pose pas de problème. Bon, j'ai pas regardé la topographie. Les Français traversent et quelques centaines de kilomètres plus tard, ils sont à Vienne le 13 mai. C'est la deuxième occupation de Vienne, capitale des Habsbourg, par les Français, parce que à la suite de la victoire d'Ulm, avant Austerlitz, il avait déjà occupé Vienne. Hein. Quand vous regarderez les cartes des vidéos précédentes, on voit que entre Ulm et Austerlitz, il y a Vienne qui est occupée par les Français. Alors, Napoléon donne ordre à ses troupes de ne surtout aucune violence, aucun pillage. L'occupation se fait d'une manière, je dirais, pacifique, si on peut dire. Il s'occupe surtout de stocker vivres et munitions et de se préparer à la suite de la guerre. Et le problème qui va se poser à Napoléon, il sait que son ennemi, l'armée autrichienne, a choisi d'abandonner Vienne pour se sauver de la destruction et sur la rive nord du Danube ici, comment traverser le Danube? Parce que les ponts ont été détruits et le Danube est un fleuve très large. Tout à l'heure, on verra une photo. Donc, la question qui se pose, c'est une question logistique. Comment traverser le Danube dont le bras principal fait 300-400 mètres de large? D'autant qu'en zone de crue, on a plusieurs kilomètres de largeur à franchir. C'est donc un obstacle majeur pour les armées de l'époque. Il n'y avait pas de véhicules amphibies à l'époque pour traverser les fleuves. Voilà une photo de Vienne, qui est donc récente, mais avec le Danube en crue. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et ça, c'est le fameux palais du Belvédère, qui est un magnifique palais à Vienne. Vienne, c'est une ville superbe en termes sur le plan historique. Voilà à peu près la situation dans laquelle se trouve Napoléon. Comment traverser le Danube en crue? Il va essayer de le faire à la bataille perdue d'Essling-Aspern. Alors, Essling-Aspern, ce sont deux petits villages au nord de Vienne. Quand je dis au nord de Vienne, c'est à 3-4 kilomètres, mais du côté nord de la rive, du côté de la rive nord du Danube, c'est-à-dire la rive gauche, puisque le Danube descend vers l'est. Le nord, c'est la rive gauche, et le sud, c'est la rive droite. Les ponts ont été détruits, le Danube est en crue. Comment faire? C'est là que le génie, les officiers du génie français vont faire des choses assez étonnantes, puisqu'ils vont arriver à construire des ponts de fortune pour franchir quand même. Mais les Autrichiens sont de l'autre côté et ils mitraillent, bien entendu, les tentatives des Français de construire des ponts et de franchir. Ça se fait sous la mitraille. Pendant cette bataille où l'armée française est mitraillée, le maréchal Lannes est touché par un boulet de canon. Il a une jambe arrachée et l'autre jambe est brisée. Il va mourir quelques jours plus tard. Bernadette avait lu la dernière fois ce que Lannes avait dit à Napoléon. Je sais pas, on va le revoir peut-être, quelqu'un d'autre va le lire, peut-être Marie-Claude. On va revoir, non, parce que c'est important. Parce que Lannes ou Pierre, Lannes donne une analyse de la situation de Bonaparte qui est tout à fait exacte en 1809.
En 1809. Napoléon est très ému, hein, et on va revoir ce que Lannes lui dit sur son lit de mort. Là, on a la biographie de Lannes, et ici, alors est-ce que tu peux lire, tu veux que je te mette plus gros peut-être? Voilà. Ce que, sur son lit de mort, Lannes dit à, alors tu vas prendre le micro, hein, parce que là on a le micro maintenant, c'est ça qui est bien. Ce que Lannes dit à Napoléon sur son lit de mort. Pierre. Alors, ton ambition insatiable te perdra. Tu sacrifies sans nécessité, sans ménagement, sans regret, les hommes qui te servent le mieux. Ton ingratitude éloigne de toi ceux-là même qui t'admirent. Tu n'as plus autour de toi que des flatteurs. Je ne vois pas un ami qui ose te dire la vérité. On te trahira, on t'abandonnera. Hâte-toi de terminer cette guerre. C'est le vœu de tes généraux. C'est sans doute celui de ton peuple. Tu ne seras jamais plus puissant. Tu peux être bien plus aimé. Tu peux être bien plus aimé. Pardonne à un mourant ses vérités, ce mourant te chérit. Voilà. Dans ces phrases, on a effectivement toute la critique de l'épopée napoléonienne. Mais Lannes ne survit pas à ses blessures, il meurt quelques jours plus tard et Napoléon va se précipiter en larmes, hein, auprès de la dépouille de Lannes et il dira, je vais vous lire la phrase, ému aux larmes, il dira « J'ai perdu l'homme qui m'aimait le plus et que j'aimais le plus ». Mais pour autant, la guerre continue. Alors, la tentative de prendre Essling et Asperne échoue. Lannes est tué, les Français se replient et l'empereur renonce et revient sur Vienne pour réfléchir. Et c'est un succès dont pourra se prévaloir Charles-Louis, l'archiduc autrichien, parce que c'est un des, je crois que c'est avec Wellesley en Espagne, c'est finalement le seul qui est arrivé à mettre en échec Napoléon au moment de sa puissance. Je ne parle pas après, au moment du déclin. Mais jusqu'en 1809, Napoléon est au fait de sa puissance. Je dis ça parce que Charles-Louis, on va voir que c'est un homme torturé par la culpabilité et qui va arrêter la carrière militaire après Wagram. Et donc c'est intéressant comme cas de figure, le cas de conscience de Charles-Louis, l'archiduc d'Autriche. Que va faire Napoléon grâce à son général du génie militaire Jean-Baptiste Éblé, donc vous avez la photo ici. Jean-Baptiste, vous voyez, meurt en 1812 pendant la campagne de Russie. Il en a plus que pour 3 ans. Et ce Jean-Baptiste Éblé est un général admirable. D'abord, au niveau du génie, il a des conceptions de construction qui sont très performantes. Et il n'hésite pas avec ses hommes dans l'eau froide. Hein. Bon, là, c'est le Danube. Mais on verra que dans la Bérésina, il fera pareil. La Bérésina, l'eau était glacée, à s'immerger jusqu'au au ventre, là, pour construire des ponts dans l'eau glacée. Donc, c'est un général remarquable. Le génie militaire, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est quand même une des caractéristiques aussi de Napoléon, la rapidité, l'audace, hein, l'exécution rapide, mais aussi le génie militaire. Il avait déjà franchi le col du Grand Saint-Bernard en 1800. Hein. Et là, à peu près, on refait pareil. Alors, que fait Éblé? Il crée des ponts flottants, alors en bois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pneumatique. Hein. Ils abattent évidemment beaucoup d'arbres, des chênes, des sapins, et ils font des flotteurs immenses qui sont maintenus contre le courant par des cordages, et sur ces flotteurs, ils font des ponts flottants. Donc ils n'enfoncent pas des pieux dans le lit du fleuve, ils font des ponts flottants. Pendant que les Autrichiens envoient des radeaux enflammés en amont pour que le courant percute la construction. Donc c'est une entreprise extrêmement périlleuse. Napoléon lui-même supervise les travaux parce que c'est fondamental pour lui que ces ponts soient construits et plusieurs ponts parce qu'il faut en construire plusieurs. Parce que pour que toute l'armée passe en peu de temps, 3-4 jours, il faut beaucoup de ponts parce que sinon ça met un temps infini. Finalement, le pont est franchi et l'armée de Napoléon s'installe sur la rive nord du fleuve. Sur Wagram, j'ai eu un souci parce que si on regarde Wagram sur Google Maps, c'est à 60 km. Vous voyez, je vous l'ai mis sur la carte parce que après j'ai compris. C'est 60 km. Le Wagram est ici. 60 km au nord-ouest de Vienne. Or, il franchit ici
à Essling et ils attaquent très peu de temps après. Donc je dis mais c'est pas possible, ils sont pas à Wagram. Pourquoi on utilise 60 km? Parce qu'en fait c'est pas le même Wagram. La bataille de Wagram, en fait le vrai nom c'est la bataille de Deutsch Wagram. C'est une crête surélevée où les Autrichiens ont pris position parce que ça arrangeait l'artillerie d'être sur des positions surélevées, à une dizaine de kilomètres au nord de Vienne. Et ça n'a rien à voir avec le village de Wagram qui fait 60 kilomètres. Ça, c'est important de le savoir parce que sinon on ne comprend pas la bataille. Voilà. Donc, en fait, c'est la bataille de Deutsch Wagram qu'on appelle bataille de Wagram, mais qui ne correspond pas au village réel de Wagram. Voilà. C'est important de le préciser. Et Wagram est un des plus gros chocs militaires de la guerre napoléonienne, puisque 140 000 hommes autrichiens sont déployés dans la plaine en attendant l'assaut, et 170 000 Français ont franchi le Danube, qui sont composés de 140 000 fantassins et de 30 000 cavaliers. Donc c'est un énorme choc militaire. Il y a un duel d'artillerie. Finalement, le duel d'artillerie, c'est quand même un aveu d'échec, c'est-à-dire que quand on n'a pas de tactique, de stratégie particulière, ben on envoie les canons et puis on attend de voir s'il y a un avantage. Donc c'est la performance du canon qui fait la différence. On verra en 1870 à Sedan comment les canons prussiens de Bismarck tiraient beaucoup plus loin que les canons français, ont massacré les lignes françaises sans bataille. Ils recevaient les obus sur la tête et nos canons à nous, ils tombaient devant. Là. Enfin, il y avait une trajectoire qui était beaucoup plus courte. C'était déjà la puissance militaire allemande des canons Krupp, 1870. Hein, ouais. Bon, donc là on est un petit peu pareil, mais cette fois-ci c'est à l'avantage des Français. Le duel d'artillerie finalement favorise les Français. Une attaque massive est menée par Bernadotte au centre du dispositif autrichien et l'armée française parvient à briser les lignes autrichiennes. Dans la stratégie française, je crois que souvent les batailles napoléoniennes se terminent la victoire. Alors il y a la stratégie, il y a la tactique, hein, ça c'est à la gloire de Napoléon, mais souvent c'est une charge de cavalerie de Murat ou une charge massive d'infanterie qui court avec la baïonnette, parce que l'infanterie, les gars, il fallait pas avoir peur, hein, qui finit par vaincre l'adversaire, c'est-à-dire une sorte d'héroïsme militaire massif qui fait qu'on gagne. Et ça, c'est un facteur important de la force des armées françaises. Depuis la Révolution, il y a cette charge héroïque là, on voit 8000 soldats qui finit par renverser les lignes adverses. Et donc ça, c'est parce qu'ils acceptent de mourir. Les facteurs de la victoire, c'est l'artillerie, il y avait 500 canons français, une exécution rapide, une bonne coordination entre généraux et la charge héroïque. 8000 soldats qui partent au casse-pipe. Pas d'autre. Il fallait le faire. Et quand les soldats acceptent de faire ça, en criant vive l'empereur, eh bien la bataille finalement devient une victoire. Mais enfin, à quel prix? Alors les pertes sont énormes, hein, 37 000 soldats français contre 40 000 soldats autrichiens. Effectivement, ça fait 77 000 morts en quelques heures de bataille. Victoire coûteuse, mais stratégique, qui marque l'apogée de l'art militaire de Napoléon. Alors évidemment, après la paix, les paix précédentes, Vienne signe à nouveau une paix qu'on appelle la paix de Vienne. Elle est également appelée paix de Schönbrunn, parce que Schönbrunn, c'est le château de Vienne, c'est au centre de Vienne, un petit peu vers l'ouest. C'est le nom du château où la paix est signée, donc on dit paix de Vienne ou paix de Schönbrunn. Donc c'est la même chose. Le 14 octobre 1809 marque la fin de la 5e coalition. Après la bataille, alors Charles-Louis, qui est donc l'archiduc vaincu, arrive avec une retraite ordonnée vers la Bohême à sauver son armée de la destruction. Donc il se retranche dans une position fortifiée, il demande l'armistice. Napoléon, qui ne veut pas détruire l'Autriche, on va voir pourquoi tout à l'heure, accepte l'armistice et donc une paix va être signée à Vienne. François Ier, l'empereur, bien entendu, souhaite une paix rapide pour éviter l'occupation du pays. Les négociations vont quand même durer plusieurs semaines car Napoléon a perdu beaucoup d'hommes depuis le début, depuis Eckmühl. Hein. Et donc il a des exigences territoriales, ce qui fait que l'Autriche va perdre 20% de sa population en cédant à la Bavière, Salzbourg, et les provinces illyriennes à la France. On va un petit peu revoir la carte, là, parce que c'est important.
Voilà, Salzbourg, c'est tout simplement une ville qui est à la frontière entre l'Autriche et la Bavière. Ça, c'est perdu au profit de la Bavière. Bavière qui est un territoire allié de la France. Et les provinces illyriennes, c'est tout ce qui est sur la rive de l'Adriatique, hein, à partir de même de l'Autriche et même à partir du nord de la Vénétie, là, qui descendent assez bas dans l'Adriatique, c'est la Dalmatie, l'Istrie et les provinces illyriennes qui sont rattachées à l'Empire français. Il y a aussi un territoire perdu au nord, pardon, je l'ai oublié celui-là, la Galicie occidentale. Bon, ça c'est plus au nord, c'est vers la Pologne. Oui, je l'ai marqué ici, la Galicie. L'Autriche perd Salzbourg à l'ouest, les provinces illyriennes au sud et la Galicie au nord. Donc ça se rétrécit un peu, l'Empire autrichien. La cinquième coalition est terrassée, Napoléon paraît plus puissant que jamais et songe désormais à sa descendance. Et on verra que c'est pour ça que finalement il ne veut pas détruire l'Autriche. Pour autant, la rébellion espagnole n'est toujours pas éteinte. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'Espagne? On se souvient que à Talavera la Reina, donc Wellesley, qui devient Wellington maintenant, puisqu'il est vicomte de Wellington, avait obtenu la victoire contre l'armée française. Après cette défaite, Napoléon décide de nommer Soult commandant en chef des armées françaises en Espagne. En Espagne, il échoue. Parce qu'en fait, il va s'opposer au roi Joseph que Bonaparte a mis en place, qui est le frère de Napoléon, pardon. Comme avec le roi, ça ne fonctionne pas, Soult échoue à pacifier le pays. Son grand échec, ça va être l'Espagne. Ensuite, en 1813, Soult va encore être battu par Wellington qui va le repousser jusqu'à Bayonne, donc il va évacuer l'Espagne et il va finir par se rallier aux vainqueurs de Napoléon après l'île d'Elbe et après la chute de l'Empire. Napoléon charge Soult de régler le problème espagnol et donc de faire la guerre surtout au centre, c'est-à-dire en Andalousie. Hein. Là, vous voyez, j'ai remis la même carte d'Espagne, mais elle a un peu évolué. Donc, on voit Soult ici, 1810, donc c'est les dates. Talavera de la Reina, c'est, vous voyez, 27-28 juillet 1809, ça c'est la dernière défaite. La sphère d'influence de Soult, c'est tout ce qui est au sud de Madrid. L'Andalousie est au cœur ici, hein, même un peu plus bas, qui est le foyer le plus rebelle d'Espagne. Soult s'occupe de la partie sud de l'Espagne et Napoléon va envoyer Masséna pour régler le problème au Portugal. Parce qu'il y avait aussi le problème des armées des Anglais qui tenaient Lisbonne et qui résistaient au niveau du Portugal. Et donc deux grands généraux d'Empire sont mandatés par Napoléon pour régler le problème espagnol. On verra hélas que ça ne suffira pas. Alors, Soult obtient quand même une victoire à Ocaña, à 80 km au sud de Madrid. J'ai certainement dû le marquer. Voilà, Ocaña. Alors là, il faut suivre les dates, hein, parce que sinon on comprend rien. Ocaña, le 19 novembre 1809, victoire de Soult. Il fait 20 000 prisonniers espagnols, donc ça commence plutôt bien pour lui. Soult, à la tête de 60 000 hommes, s'empare de Séville et assiège Cadix. Donc Soult, vous voyez, il gagne à Ocaña ici. Ensuite, il descend Séville et Cadix. Et là, les flèches, ce qui est en bleu, c'est les victoires françaises. Il est plutôt en position de victoire en début de sa campagne. Mais Wellington décide de renforcer ses bases militaires au Portugal, car c'est du Portugal que les Anglais peuvent envoyer des renforts pour la guerre en Espagne. Et c'est là que Masséna intervient. L'enfant chéri de la victoire est envoyé donc par Napoléon au Portugal pour contrer l'action de Wellesley et Wellington qui donc organise l'arrivée des renforts. Masséna arrive au nord du Portugal en avril 1810. Il commence à avoir des victoires à Ciudad Rodrigo en juillet et ensuite à Almeida en août. Là, on est juillet-août 1810, donc c'est le début. Masséna rentre dans le Portugal ici. Avec 50 000 fantassins, donc 5 000 cavaliers et 70 pièces d'artillerie. Et il a sous ses ordres Ney et Junot. Donc c'est quand même des généraux importants qui sont chacun généraux commandants d'un corps d'armée. En juillet, Masséna prend Ciudad Rodrigo et il s'empare ensuite de Almeida. Alors Ciudad Rodrigo c'est en Espagne et Almeida c'est au Portugal. Donc il franchit la frontière là et il poursuit sa route vers Lisbonne. Et c'est là que Wellington
parce que maintenant on l'appelle Wellington, met en place ce type de fortification. Et ça, c'est tout à fait l'art romain. On voit que ça ressemble beaucoup aux fossés, aux fortifications que déjà les Romains avaient inventées. Il fait une ligne de fortification à proximité du village de Torre Vedras, qu'on appelle les lignes de Torre Vedras, qui barrent la route, qui barrent le Portugal et qui barrent la route de l'Atlantique jusqu'au fleuve. Alors, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le Tage. Voilà, c'est ça. On le voit ici. Il y a 3 lignes de fortification. C'est un obstacle. Et Masséna ne parvient pas à franchir ces lignes. Et donc, j'ai voulu mettre une photo pour qu'on voit à quoi ça ressemblait. Alors, il y avait des canons, ça bombardait. En même temps, il y avait des fossés. Voilà. Et donc, c'est compliqué à franchir. Alors, il y a une pénurie de ravitaillement parce que c'est compliqué de se ravitailler. Masséna rentre au Portugal avec l'idée de dire je prends Lisbonne et je me ravitaille. Mais s'il prend pas Lisbonne, il est coincé parce qu'il n'a plus de ravitaillement. Et donc ça, plus les lignes de Torre Vedras, l'empêche de passer et il finit par battre en retraite en mars 1811. Masséna. Donc c'est un grand échec là pour Napoléon parce que en envoyant Masséna, il était sûr que ça allait fonctionner. En Espagne, Soult a quand même quelques victoires, mais Masséna est un échec au Portugal et on va voir que la situation va évoluer en faveur des Anglais et des Espagnols contre les Français. En attendant, à quoi pense Napoléon pendant cette guerre d'Espagne? Et là, j'ai marqué empereur cherche ventre pour descendance parce que oui, c'est pas joli. C'est exactement ce qu'il dit, vous allez voir. C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est pas de moi, c'est de lui. C'est de lui. Napoléon se dit, j'ai quand même 2 grands alliés, c'est la Russie et l'Autriche. Bon, ma petite, comment elle s'appelle, Joséphine de Beauharnais, elle est bien gentille, mais elle est plus âgée que lui déjà. Elle a déjà fait 2 enfants et elle peut plus en faire. Donc il n'a pas de descendant de Joséphine de Beauharnais, ce qui le contrarie. Alors il s'arrange avec Joséphine, le divorce est fait à l'amiable. Alors il la laisse pas dans la précarité, elle lui laisse le château de la Malmaison, le titre d'impératrice, où Joséphine est très contente. Il est pas mesquin, il est macho, mais il est pas mesquin, Napoléon. Enfin, il est macho dans le sens où pour lui, une femme, c'est fait pour faire des enfants. C'était l'objectif, je dirais, dynastique de Napoléon. Donc, il se met d'accord avec Joséphine pour divorcer, tout en lui laissant de quoi vivre, et il cherche une nouvelle femme pour faire des enfants. Alors il commence par se tourner vers la Russie, et parce que il cherche des jeunes filles, il ne cherche pas des grands-mères, il cherche des jeunes filles. Donc il sait que le tsar a une jeune sœur, alors c'est pas elle, elle c'est l'Autrichienne, qui s'appelle Anna Pavlovna, qui a 18-20 ans, et donc il aimerait bien épouser Anna Pavlovna, ça créerait une. Vous voyez qu'on est loin de la campagne de Russie là. C'est ça qui est extraordinaire. Il propose au tsar un mariage avec sa jeune sœur. Le tsar n'est pas contre, mais la noblesse russe ne peut pas imaginer ça. Parce que ça voudrait dire qu'il fallait qu'elle se convertisse au catholicisme. Or, les Russes sont déjà des orthodoxes fervents, et pour eux, il est hors de question qu'une princesse de sang royal se convertisse au catholicisme. Donc, la noblesse russe ne l'accepte pas. En plus, ils considèrent Napoléon comme un parvenu, comme un révolutionnaire, et pas comme un noble. Le projet est abandonné. Alexandre Ier n'arrive pas à convaincre sa haute noblesse de ce mariage avec l'empereur, fût-ce au prix d'une alliance militaire intéressante pour la Russie. Et là, la Russie fait un sans faute avec Napoléon, jusqu'à présent. Parce que le territoire russe n'a pas encore été entamé. Alors, que fait Napoléon? Il se dit, ce sera donc une Autrichienne, parce qu'il y a une petite archiduchesse, là, Marie-Louise d'Autriche, qui est toute mignonne. Et alors, elle, au niveau de... c'est la fille de l'empereur François Ier. Alors, souvenez-vous, qui est François Ier? C'est le neveu de je reviens toujours à Marie-Antoinette. François Ier, c'est le fils d'un frère de Marie-Antoinette, qui était Léopold II, je crois. Marie-Louise d'Autriche est une petite nièce de Marie-Antoinette qu'elle n'a jamais connue, bien entendu, puisqu'elle est née en 91, et la pauvre Marie-Antoinette est morte en 92 en France, ou en 93. Voilà. Alors c'est marrant parce que 40 ans après, nouveau mariage, parce que en 1770, quand Marie-Thérèse d'Autriche demande à sa fille Marie-Antoinette, qui a 14 ans,
va donc épouser Louis XVI, le jeune, le dauphin. C'était pas Louis XVI encore, c'était encore Louis XV qui était en France. Va donc épouser le dauphin, tu deviendras reine de France et ça scellera une alliance entre la France et l'Autriche. Et finalement, il y a eu la Révolution française, donc elle l'a envoyé à l'échafaud, sa fille. 40 ans plus tard, même scénario, une, une princesse de sang royal autrichien va se marier avec l'empereur français pour sceller une alliance franco-autrichienne 40 ans plus tard. C'est exactement la même stratégie qui se reproduit. Et ce mariage a été mis en œuvre par nos deux compères ministres des Affaires étrangères, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et Clemens Wenzel von Metternich, donc les deux hommes intelligents de l'époque. Hein. Ceux-là, je les aime bien parce que ce sont des diplomates. Et c'est eux qui ont tout arrangé pour que les choses se fassent. Et cette Marie-Louise d'Autriche, alors la noblesse autrichienne, elle est aussi un peu comment, enfin Napoléon, c'est un aventurier, c'est pas un sang noble, il y a toujours cette caste noble, mais finalement, ils sont quand même vaincus, hein, les Autrichiens, puis eux, ils ont plus souffert que les Russes là, des campagnes napoléoniennes, donc ils acceptent finalement ce mariage de raison, et la jeune Marie-Louise, elle est docile. On lui dit, tu vas épouser l'empereur pour le bien de l'Autriche, elle y va. Elle fait son devoir. Quelque part, c'est un peu admirable de sa part. En plus, elle lui fera un enfant, puisqu'il va y avoir le petit l'aiglon, là, on va voir le petit rejeton de Napoléon. Cette Marie-Louise d'Autriche, elle fait son devoir de princesse. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'un peu admirable, parce qu'elle n'est pas du tout amoureuse de Napoléon, hein. Mais elle fait son devoir de princesse pour le bien de son pays. Voilà. Napoléon voit cette formule peu élégante, il dit « j'épouse un ventre ». C'est pour ça que j'ai mis en titre hein, « Empereur cherche ventre pour descendance ». C'est de lui, c'est pas de moi. Hein. J'épouse un ventre. Bon, voilà, ça c'était la délicatesse de Napoléon dans sa relation aux femmes. Metternich aura une formule beaucoup plus élégante. Il dira nous sacrifions une belle génisse au Minotaure. Ouais. Belle génisse. Bon, après ça avait une référence, je dirais, antique. Alors la belle génisse part donc en France et finalement le mariage est célébré au Louvre en grande pompe hein, le 1er avril 1810. Napoléon, l'empereur, se montre aussi rapide dans ses devoirs conjugaux que dans le champ de bataille puisque il aura un enfant 12 mois plus tard, donc avec 9 mois de grossesse, il est allé assez vite. Le 20 mars 1811 va naître le petit Napoléon Charles-Joseph Bonaparte, donc il a le nom de son père. Charles, je ne sais pas, ça vient peut-être de l'Autriche. Et Joseph, c'est le nom du grand-oncle, puisque Joseph, c'est le frère aîné de Napoléon, qui sera plus connu sous le nom de roi de Rome, ou encore plus tard, à titre posthume, on l'appellera l'Aiglon. Et son grand-père, l'empereur d'Autriche, donc François Ier, en fera le duc de Reichstadt, mais ce malheureux prince va mourir en 1832, donc pas tout de suite, d'une tuberculose mal soignée. On va maintenant, la prochaine fois, parler de l'Europe napoléonienne, parce qu'on va quand même regarder quelle était cette nouvelle noblesse, et puis on va attaquer ensuite la campagne de Russie, qui arrive à grands pas, hein, qui va être le chapitre d'après. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous avons terminé.